Essentiel Politique ce soir, c'est avec Arnaud Benedetti. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes directeur de la Nouvelle Revue Politique et professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne. On votait ce dimanche en France, mais pas à Paris, à Nouméa. La Nouvelle-Calédonie tenait ses premières élections provinciales depuis 2019. On fera le point sur les résultats et leurs conséquences dans un instant. Nous reviendrons aussi sur la vague de chaleur qui frappe la France depuis une dizaine de jours. L'État est-il à la hauteur face à la crise? Vous nous donnerez votre opinion. Enfin, la présidentielle de 2027 et un homme du passé qui veut aussi être celui de l'avenir, François Hollande. L'ancien président peut-il redevenir un candidat crédible, lui qui avait renoncé à se représenter il y a 10 ans? On commence donc avec les élections en Nouvelle-Calédonie. 2 ans après les violences qui ont secoué l'archipel, les électeurs ont renouvelé les assemblées provinciales et le Congrès. Les premiers résultats donnent un avantage aux forces loyalistes et non indépendantistes qui gagnent donc du terrain, mais les indépendantistes se maintiennent. On va écouter quelques électeurs, ils nous parlent de leurs attentes. C'est quoi la priorité pour le pays, pour toi, à ton avis? Qu'est-ce qui est le plus important? L'éducation déjà. C'est bien déjà de remettre tous les jeunes à l'école. La plupart que je vois ne sont pas à l'école. Tous sont intéressés comme des, je sais pas, vagabonds. La vie chère aussi. Parce que là, la vie, elle est trop chère. J'espère qu'ils vont faire quelque chose. À l'heure actuelle, on est plus ou moins dans la division. Alors nous, ce qu'on veut, c'est qu'on raccorde toutes les choses pour qu'on puisse avancer dans les bonnes conditions pour l'avenir. Faire les choses suivant les tristes expériences qu'il y a eu, essayer de faire un renouveau correct, surtout pour les nouvelles générations à venir. On est dans la division, disait l'un de ses électeurs. Est-ce que ce soir, on sort de l'impasse ou pas avec le résultat qui donne un peu d'avance aux non-indépendantistes, mais finalement, on sent que la population continue sur ce clivage? Je dirais qu'il y a une stabilité électorale par rapport au scrutin précédent. Sans surprise, la province sud reste fidèle aux loyalistes. Je rappelle, c'est quand même le poumon économique de la Nouvelle-Calédonie. Et les provinces nord et les provinces des îles donnent plutôt, je veux dire, une avance aux indépendantistes. Après, si vous voulez, rien n'est fait à ce stade. Parce qu'en fait, c'est une élection en 3 temps. On vote pour les provinces, on vote pour le Congrès, et ensuite, il va y avoir un gouvernement qui sera élu lui-même par le Congrès. Donc on ne sait pas exactement, tant que les résultats définitifs ne sont pas tout à fait tombés, quels seront les rapports de force, même si on voit les grandes lignes se dessiner. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, tout est possible dans la configuration dans laquelle nous nous retrouvons. Tout est possible. D'un côté, on peut avoir en effet les loyalistes qui virent en tête au Congrès et puissent, je veux dire, revendiquer normalement la présidence du futur gouvernement, mais les indépendantistes aussi. En fait, ce sont les petites forces charnières qui vont encore faire la différence, notamment une petite force charnière qui s'appelle l'éveil océanien, qui lui, en l'occurrence, a un peu progressé et il pourrait être le faiseur de roi dans quelques jours. Et si on s'intéresse autant à ce scrutin, si Paris, le gouvernement français s'intéresse autant, c'est parce que de ces résultats vont dépendre un peu l'avenir de ce caillou. Et oui, en effet, parce que la grande question, ça reste la question institutionnelle, l'avenir de la question institutionnelle. Sauf que, en fait, il y a un double sujet. Le premier sujet, c'est la temporalité liée aux échéances françaises elles-mêmes. On peut imaginer difficilement qu'il puisse y avoir, si vous voulez, une évolution institutionnelle d'ici les élections présidentielles. Le calendrier parlementaire et le calendrier politique propre à la métropole ne le laissent pas. En outre, il y a un deuxième sujet, c'est que l'évolution institutionnelle, aujourd'hui, n'est pas quelque chose qui est inscrit dans le marbre, parce que constitutionnellement, il y a le titre 13 de la Constitution qui permet sans aucune difficulté de pouvoir continuer à gérer l'archipel tel qu'il est géré aujourd'hui. Donc nous verrons bien, en fait, les grandes décisions concernant l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie se prendront après l'élection présidentielle. L'élection présidentielle dont on va revenir dans un instant, mais d'abord un mot de la canicule qui frappe la France depuis une dizaine de jours et comme le Covid à l'époque, elle perturbe le quotidien de nombreux Français, hôpitaux surchargés, écoles fermées ou surchauffées, transports à l'arrêt. Santé publique France fait état d'environ 1 millier de décès supplémentaires depuis mercredi par rapport au mois précédent. Emmanuel Macron lui estime que des efforts ont pourtant été faits ces dernières années pour s'adapter au réchauffement climatique. On l'écoute.
ça fait maintenant plusieurs années que nous avons accompagné une transition de nos habitats, de nos bâtiments publics, de nos infrastructures publiques qui correspond à l'adaptation. Et donc il y a un gros travail qui a été fait et je pense que l'honnêteté conduite à le regarder, à la fois de montants investis et de vraies transformations et qui ont changé beaucoup de choses. Est-ce que le gouvernement Arnaud Benedetti a sa part de responsabilité? Est-ce qu'il a suffisamment anticipé? Vous savez, la crise liée à la canicule, c'est pas une crise nouvelle. En l'occurrence, souvenez-vous de la canicule de 2003, où on avait reproché à l'époque au gouvernement de M. Raffarin, qui était le Premier ministre de Jacques Chirac, non seulement de ne pas avoir suffisamment anticipé ce type d'épisode caniculaire, et on retrouve d'ailleurs parfois des termes qui sont assez similaires à ce que l'on a connu en 2003, comme quoi il y a des continuités, mais aussi on lui avait reproché de ne pas communiquer à l'époque. Sauf que, bon, évidemment, aujourd'hui, l'expérience aidant, les gouvernements, quels qu'ils soient d'ailleurs, communiquent beaucoup. La vraie question, finalement, ce n'est pas tant les politiques d'adaptation qui sont menées d'ailleurs par la France, qui sont menées par l'Union européenne, qui sont des politiques sur le long terme et qui sont très dépendantes aussi de ce que font les autres continents au niveau de notre planète. Mais ce sont les politiques qui permettent de répondre au moment précis à l'urgence d'une situation, c'est-à-dire à nous permettre de surmonter avec un relatif confort des épisodes qui sont en effet extrêmement compliqués. Et là, de ce point de vue-là, on voit bien qu'il y a depuis une semaine un certain nombre de controverses sur la question de la façon dont sont équipées les écoles, pas de climatisation, dont sont équipés les hôpitaux, climatisation insuffisante, dont sont équipés un certain nombre de lieux publics. D'ailleurs, la question de la climatisation est une des questions essentielles qui revient aujourd'hui depuis une semaine. Et là, en effet, il peut apparaître à de larges segments de l'opinion que nous n'avons pas mis en place, en tout cas insuffisamment mis en place, les infrastructures de ce point de vue-là qui sont absolument nécessaires à permettre finalement à la vie, je veux dire, publique de pouvoir continuer. Plusieurs partis politiques ont pris la parole pour proposer des solutions. Est-ce qu'il y en a qui peuvent faire bouche pour les Français ? Alors, c'est vrai que l'épisode aujourd'hui que nous traversons est un épisode qui peut-être permettre, en l'occurrence, de faire remonter l'enjeu environnemental ou l'enjeu climatique dans les préoccupations et les priorités des Français. Et si les politiques le font aujourd'hui, ils le font, comme c'est souvent le cas, un peu sous contrainte, quel qu'il soit d'ailleurs, et quel que soit leur positionnement sur l'échiquier politique. Ce qu'on avait vu ces dernières années, et notamment lors des dernières élections municipales, c'est que finalement l'enjeu environnemental n'était pas dans les priorités fondamentales des Français. C'était plutôt des questions de sécurité ou des questions de tranquillité publique ou des questions parfois budgétaires. Là, on peut penser que, à la faveur de cet événement, les formations politiques vont être obligées de se saisir à nouveau de manière très volontariste de ce qui est en train de se passer pour faire des propositions. Et c'est ce qu'elles ne manquent pas de faire, d'ailleurs, sur tous les pans de l'échiquier politique. Et elles seront évidemment attendues l'an prochain pour la présidentielle. On y vient justement. Il dit se préparer, même s'il n'est pas encore officiellement candidat. François Hollande était ce week-end dans la Sarthe pour parler politique énergétique. Il en a profité pour croiser son principal rival pour 2027, Raphaël Glucksmann, qui continue pour l'instant de le devancer dans les sondages. Mais l'ancien président français n'a pas dit son dernier mot. Il prévoit son retour médiatique cet automne, avec notamment la sortie d'un livre. François Hollande, il a pour lui l'expérience, mais lorsqu'il était au pouvoir, il était très impopulaire. C'est même le plus impopulaire de la Ve République. Est-ce que les Français ont la mémoire courte et pourraient revoter pour lui? Il y a un effet de nostalgie qui pourrait avoir lieu et se dire finalement c'était pas si mal François Hollande. Alors à ce stade, on ne mesure pas véritablement l'effet nostalgie. C'est le principal atout finalement de François Hollande, c'est, vous l'avez rappelé, d'avoir été président de la République, c'est-à-dire d'être crédité malgré tout, même s'il a été très critiqué, notamment à gauche d'abord, dans son propre camp, de bénéficier d'un capital d'expérience qui est extrêmement important lorsque l'on veut concourir à la marche suprême, qui est la marche suprême de l'Élysée. Après, si vous voulez, le sujet fondamental, c'est de savoir, dans l'espace de concurrence qui est celui de la social-démocratie, comment va-t-il, in fine, se faufiler pour devenir le candidat légitime? Alors, il a un atout, au-delà de son expérience passée, c'est que, malgré tout, à la différence de M. Glucksmann, c'est que lui est socialiste. Il est au Parti socialiste. Donc, il a, de ce point de vue-là, un certain nombre de fidèles, de soutiens. D'ailleurs, s'il est dans la Sarthe, ce n'est pas tout à fait étonnant, puisqu'il a l'un de ses principaux soutiens, M. Le Foll, le maire du Mans, qui était un de ses
proche collaborateur et qui a été ministre de l'Agriculture qui le soutient. Donc il a cette expérience-là. Il a cette expérience aussi par rapport à son principal aujourd'hui concurrent, M. Glucksmann, dans cet axe, j'allais dire, de la social-démocratie, d'avoir une expérience d'élu local. Il a été maire, il a été conseiller général, il a été président même du conseil général, si je me souviens bien, député. Donc il a ce parcours classique, élu de la Corrèze, qui plus est. Si vous voulez, c'est extrêmement important en termes de vision et d'imaginaire. Après, le problème, c'est que, il se pose d'ailleurs autant pour M. Glucksmann que M. Hollande, comment font-ils pour résister à la pression de la gauche plus radicale, et notamment de celle de M. Mélenchon. Et ça, c'est une vraie question. Et on attendra effectivement les prochains sondages et l'automne pour voir un peu comment tout cela évolue. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'être intervenu dans l'essentiel politique. Restez avec nous dans un instant. C'est le journal de l'Afrique présenté par Khalid Houssi.